Donc, bienvenue à tous au Sprint 41 qui a commencé le 5 mai et qui se termine aujourd'hui le 23 juin. Il s'appelle Sushi à volonté. On a entamé une série de sprints qui concerne Counter 5. Donc là, on en est au troisième sur ce sujet. Sushi à volonté parce que on a en fait étendu les tests de téléchargement automatique de données éditeurs via le protocole Sushi. Et donc on vous présentera donc pour le thème de ce sprint le téléchargement qu'on a réalisé pour 11 utilisateurs tests. Je vais essayer de mettre mon micro un peu mieux peut-être. Voilà. Donc le plan de la sprint review, partie communication, EasyParse et une nouvelle section Unpaywall, parce qu'on a à noter pendant ce sprint l'arrivée de 2 stagiaires, dont un qui va travailler sur la mise en place d'un serveur Unpaywall, donc on lui laissera la parole tout à l'heure. La partie analogiste avec Frédéric, comme d'habitude, un peu plus light que d'habitude, et puis la partie Easy Mesure, où on a pas mal travaillé au cours de ce sprint. On a mis le paquet sur Easy Mesure. Et on va encore le faire dans les sprints qui vont suivre. Voilà. Donc la communication. On vous avait montré en fait pendant le confinement une augmentation des consultations. Et là, on voit que suite aux annonces gouvernementales, on a bien l'impression que les chercheurs sont retournés au labo et que pendant le confinement, ils faisaient leur biblio, ils ont consulté, on a eu des augmentations de consultations sur BIP-CNRS assez significatives. Et là, on voit vraiment le retour à une situation pseudo-normale, en tout cas au niveau de l'usage des ressources électroniques. Voilà, donc c'est assez notable. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir ça. Au cours de ce sprint aussi, on a noté un webinaire e-colc, donc organisé par Patrick, qui était en ligne. Hein, donc, tous les congrès ont été soit supprimés, soit transformés en animation en ligne. Donc là, c'était il y avait pas mal de monde, donc 42 participants. C'était assez intéressant, mais c'est sur des donc l'e-colc, je rappelle, c'est une coalition internationale de consortiums de bibliothèques, donc tous les pays sont concernés. Patrick Peffer est un des membres actifs de l'e-colc, et donc ils ont décidé comme il n'y avait pas de possibilité de se réunir en présentiel, de transformer ça en webinaire. Et donc leur thème c'est actuellement bien sûr l'open access, les accords transformants, les accords avec en particulier Elsevier, etc. Donc c'est ce dont il a été question pendant ce webinaire, et Patrick a eu aussi l'occasion de présenter en fait notre projet, enfin le projet Readmetrics, qui consistera en la proposition de la suite en fait EasyParse, EasyMesure en mode open source. Donc pour toutes les composantes, à la fois EasyParse, qui est déjà le cas, mais aussi EasyMesure. Et donc c'est l'annonce en fait, enfin c'est la proposition de Readmetrics qui pourrait intéresser pas mal d'organismes. Thomas, si tu veux enchaîner, peut-être préciser des points que j'aurais pas donné. Oui, merci. En fait, il y a juste deux précisions. Le premier truc, c'est que ce webinaire, en fait, c'est pas un congrès en tant que tel, c'est un rendez-vous mensuel que veulent installer les collègues européens qui participent à l'iColc. Parce qu'en fait, l'iColc, c'est une coalition de consortiums, comme tu l'as dit, et il y a une très forte représentation des consortiums américains. Et l'idée, c'est de rétablir un peu l'équilibre international en proposant un rendez-vous
Donc plutôt sur une base mensuelle, plutôt des rendez-vous courts, donc 1 heure chaque mois, où un consortium européen vient présenter aux collègues qui le souhaitent des dossiers thématiques. Et c'est dans ce cadre-là que pour cette première édition, l'accord transformant Elsevier a été présenté. Et nous, pour Easy Measure, Easy Parse, qui devient Readmetrics à la rentrée, on essaiera de faire une présentation un peu plus complète en septembre. Donc ce rendez-vous-là, normalement, il va devenir régulier et on vous encourage à venir y participer. On essaiera de relayer la communication à chaque fois que ce sera possible. En tout cas, nous, on compte bien investir cet espace d'information et de communication auprès des autres consortiums européens. Voilà. Merci. Les métriques habituelles. Donc il y a eu 10 installations EasyParse essentiellement à l'étranger. On a fait deux supports de rendez-vous. On a eu un peu moins de supports en nombre, mais ils ont été un peu plus longs que d'habitude. Donc je crois que c'était pour la bibliothèque Sainte-Geneviève, je crois que c'était Paris, hein, c'est ça. Et puis l'INSERM. L'INSERM pour lequel on a passé 1 heure et demie à faire un bilan et suite en fait à une nouvelle installation de BibInSerm. Et donc du coup, potentiellement, ils auront la possibilité d'avoir un peu plus d'informations, en particulier sur leurs utilisateurs, les caractéristiques utilisateurs, et donc comment ils vont pouvoir mettre en évidence ces caractéristiques dans leur tableau de bord selon la localisation de leurs chercheurs, etc. Voilà, on a eu un feedback. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, on a accueilli 2 stagiaires. Donc bon, les conditions sont un peu particulières. Je les ai contactés pour savoir si c'était possible pour eux de faire ça en télétravail. Donc c'était possible. Donc on les avait vus avant le confinement. Et ils ont commencé leur stage et là ils en sont à leur 5e semaine et donc ils présenteront tout à l'heure leur partie. Les 2 stagiaires travaillent sur des aspects qui concernent l'open access, l'usage de l'open access. Donc Léo, c'est quelqu'un qu'on connaît puisque l'année dernière, il avait fait son stage de 2e année et c'est lui qui avait fait la mise à jour de Bibliomap. Et Sacha, lui, il a travaillé sur un middleware EasyParse, donc ils parleront tout à l'heure. Et je passe la main donc à Fred pour qu'il nous présente la partie analogiste. Oui, une partie un petit peu light, comme tu l'as signalé tout à l'heure, puisque j'étais absent pendant plusieurs semaines. Donc, il n'y a pas eu de journée parseur pendant cette période. Donc, au niveau des métriques, on est passé à 453 plateformes recensées dans le Trello, hein, le Trello de suivi des plateformes. Donc, ça fait une plateforme en plus. On a actuellement 307 parseurs actifs et dont 176 qui sont utilisés par l'ESR. Donc, ce sont des chiffres EasyMesure qui datent de mai 2020, donc c'est tout récent, avec un taux de couverture de 67,77% et dont 54,40 qui sont utilisés par l'ESR. Ça, c'est des chiffres pour l'année complète 2019. Alors, en plus de ces chiffres, maintenant, on vous propose des chiffres qui sont issus d'EasyMesure directement donc sur l'ensemble des dépôts réalisés dans la plateforme donc EasyMesure. On a actuellement donc au 30 mai 34 millions d'événements de consultation qui sont déposés avec 55 index et il y a 176 parseurs qui donc sont utilisés pour ces événements de consultation. On voit que pendant cette période, les plateformes donc qui sont en tête sont Kern, Science Direct, Cfinder, Dalos et Web of Science. Alors pour les mises à jour, donc il n'y en a pas eu pendant cette période, mais on a prévu donc une prochaine journée parseur le 8 juillet. En amont, on aura aussi également donc ce n'est pas noté, mais on aura aussi une réunion donc avec l'équipe eProd pour mettre en place donc le retraitement des données BIP CNRS de 2019 et 2020 dans EasyParse. Et ces données seront retraitées car nous allons mettre à jour donc le middleware Crossref
Yannick vous en parlera tout à l'heure. Donc, c'est des corrections sur le format ISSN et sur les titres qui reviennent dans les événements de consultation, donc les enrichissements. Et puis aussi une mise à jour donc, sur le header qui permet d'avoir un cell utilisateur unique, qui permet d'avoir donc pendant tout un traitement annuel d'EasyParse un utilisateur unique pour pouvoir faire un comptage juste par rapport à ce qui est actuellement le cas. Donc, c'est un utilisateur est reconnu pour chaque traitement. Donc, chaque traitement, ça recrée un nouvel utilisateur. Voilà. Et je vais laisser la parole maintenant à Sacha, qui va parler de son travail sur les analyses des plateformes en archives ouvertes. Donc, bonjour à tous, je suis un des stagiaires de l'équipe EasyParse. Donc, toujours dans le cadre de valoriser l'open access grâce aux données d'usage, mon objectif, c'est de permettre l'analyse de 2 nouvelles plateformes d'archives ouvertes à EasyParse. Du coup, on a Agritop CIRAD et la plateforme OATAO. Ces 2 plateformes, elles utilisent un logiciel commun qui est ePrint, qui permet de construire des dépôts en libre accès. Et du coup, pour réussir mon objectif, j'ai commencé par analyser les logs que produisait la plateforme ePrint, pour ensuite créer un parseur qui sert à reconnaître les URL dans les fichiers de log et pour récupérer les ID correspondant aux différents articles sur les plateformes. Puis, avec cet identifiant, j'ai mis en place un middleware d'enrichissement qui permet de récupérer des informations complémentaires, enfin supplémentaires, comme par exemple le titre d'un article ou sa date de publication. Donc, sur la slide suivante, on peut voir l'avant-après la création du parseur. Donc, au départ, on avait 0 événement de consultation généré avec le fichier de log. Et on peut voir que après la création du parseur, on a bien des événements de consultation qui ont été trouvés. Et on a par exemple 2 consultations HTML, 6 consultations HTML et 2 consultations en PDF. Et du coup, au niveau de l'enrichissement qui a été fait, on peut voir en rouge les champs qui ont été ajoutés grâce au parseur. Donc on peut voir par exemple tout à droite le unit ID qui correspond à l'idée des articles sur les plateformes d'ePrint. Et à partir de cet identifiant, en bleu, on a les champs qui ont pu être récupérés, comme les DOI ou les titres des publications. Merci Sacha. Et puis, on va enchaîner avec maintenant la partie EasyParse et avec Yannick qui va nous parler de sa collaboration avec Open Edition. Oui, donc première chose au niveau d'EasyParse, on continue notre collaboration avec Open Edition. Sur ce sprint, on a développé un 3e middleware pour leur enrichissement. Un middleware un peu plus complexe que les 2 précédents, qui a nécessité des échanges et des améliorations successives. Donc autant de notre côté pour des tests et des améliorations simplement. De leur côté, au niveau de la doc, on s'est rendu compte qu'il y avait des cas particuliers pendant le développement. Et il reste encore un peu de travail à faire, dessus, quelques ajustements. Donc voilà. Ensuite, 2 petits ajouts au niveau d'EasyParse. Le premier, c'est un nouveau middleware qui s'appelle Populate, qui permet simplement de remplir des champs avec des données fixées à l'avance, qui sont fixes. Donc, comment que ça marche? Ça marche simplement en donnant un header Populate Fields qui prend en entrée un objet JSON. Et cet objet
du coup, va avoir des clés des valeurs. Et pour chaque clé, ici, par exemple, on a Portal. La clé va se retrouver dans l'événement de consultation avec la valeur qu'on lui donne. Typiquement, ce qu'on va vouloir faire côté inist, c'est ajouter les noms des portails dans les événements de consultation, et on va pouvoir utiliser ça en mettant portal et le nom du portail, bipsnrs-insb par exemple. Ensuite, autre amélioration qu'on a ajoutée suite à un cas d'usage pour Open Edition, le header EasyParse Filter Status qui permettait jusqu'ici de désactiver entièrement le filtrage des codes HTTP, notamment utilisés dans Istex par exemple. C'est-à-dire que par défaut, EasyParse récupère uniquement les codes 200 et 304, parce que c'est ce qui est défini au niveau de la norme Counter. Cependant, au niveau des sites d'archives, on peut avoir le besoin de récupérer d'autres codes, notamment par exemple les 401 et les 403 qui servent à fournir les statistiques d'accès refusé. Donc désormais, ce header-là peut accepter une liste de status codes qui sont acceptés et qui ne seront pas filtrés par EasyParse. Voilà. Et on enchaîne avec Steven. Oui. Il va nous parler des traductions dans EasyParse. Donc, comme l'a dit précédemment Dominique, on a eu une dizaine d'installations d'EasyParse, dont notamment des utilisateurs étrangers et donc extérieurs à la France. On a eu une pull request de Derek Zoldaz, donc qui a installé EasyParse durant notre confinement, et qui a corrigé quelques petites erreurs au niveau des traductions en anglais. Et dans un mail de communication avec lui, on a eu un échange sur le fait qu'il ait dû modifier une partie du code d'EasyParse pour pouvoir le mettre en anglais par défaut. Donc, suite à cet échange, nous avons mis en place une variable dans le fichier de configuration d'EasyParse, donc qui est default local, qui est par défaut en français. Donc pour pouvoir changer la langue, donc il n'y en a que deux de disponibles, le français et l'anglais. Donc pour modifier la langue, il faut ajouter cette variable default local dans le fichier config.local.json, ou le créer s'il n'existe pas, et donc mettre comme valeur en. Donc voilà pour ce qui est de la traduction de la langue par défaut dans EasyParse. Alors on continue avec le middleware Crossref. Je vous en parlais dans la partie analogiste, et Yannick va développer un petit peu ce qu'il a fait dans ce travail qui est important justement pour les événements de consultation. Alors, on a fait deux corrections relativement importantes au niveau de Crossref. La première, c'est que donc en faisant des comparaisons dans Kibana, donc on s'est rendu compte que on perdait parfois le caractère de contrôle, donc le fameux X à la fin de l'ISSN. Il arrivait qu'on le perde. Donc ça, c'était dû à la manière dont on récupérait l'ISSN, et on en a profité. Il se trouve que Crossref retourne maintenant un nouveau champ, c'est-à-dire qu'avant, il retournait le champ ISSN qu'on voit en haut à droite, et maintenant, il retourne un champ ISSN type qui contient non seulement la valeur des ISSN, mais également leur type. Donc on sait si ce sont des identifiants électroniques ou papier, et donc on se base maintenant sur ce champ-là, ce qui nous permet de ne plus avoir de confusion, parce qu'avant, on pouvait avoir le EISSN ou le PISSN, mais l'ordre n'était pas garanti. Donc maintenant, il n'y a plus de confusion entre les deux, et on en a profité pour corriger le problème du fameux du caractère de contrôle qui, normalement, ne devrait plus être perdu. Et à côté de ça, on avait également un souci au niveau des titres. Donc, il faut savoir que Crossref ne retourne pas un titre en général pour les revues, il retourne parfois plusieurs titres qui correspondent à un titre et des sous-titres. Et jusqu'ici, on récupérait tous les titres et ils finissaient en résultat les uns collés aux autres avec des virgules entre, ce qui posait des problèmes lorsqu'on essayait de les comparer avec des titres, notamment
des fichiers qu'on récupérait des éditeurs. Donc maintenant, on ne récupère plus que le premier titre, ce qui règle pas mal de soucis. Voilà. C'est parfait. Donc, à partir de maintenant, c'est possible donc de mettre à jour son instance et de bénéficier de ce middleware automatiquement. Oui. Voilà. Donc, ça implique que si vous voulez être sûr donc d'avoir tous vos ISSN correctement dans les champs, il faudra peut-être retraiter tous vos événements de consultation, notamment pour l'année 2020 à partir du mois de janvier. Eh bien, on va passer à la partie, la nouvelle partie donc, qui ne figurait pas avant dans le sommaire, c'est Unpaywall, avec notre cher ami Léo qui va s'exprimer sur son travail actuel. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis l'autre stagiaire qui s'occupe de travailler sur le projet Unpaywall. Donc, le projet, ça consiste à mettre en place un serveur de métadonnées Unpaywall pour pouvoir déterminer la part de consultation en open access dans les consultations payantes. Et ça sert également de rendre plus rapides les traitements EasyParse, puisque l'API Unpaywall qu'il propose met beaucoup de temps à répondre et ça ralentit les traitements EasyParse. Donc ce projet, il utilise GraphQL et Postgre. Donc c'est des technologies qui n'ont pas été vues par l'équipe, dont j'ai dû faire beaucoup de recherches, lire des documentations avant de pouvoir les utiliser. Et actuellement, ça fait 5 semaines que je suis sur le projet et on peut voir ce que j'ai fait et ce qui reste à faire. Donc on peut voir que le projet est déjà initié. Donc j'ai mis un schéma montrant l'architecture du projet. On peut charger les données. Ah, Non, excuse-moi, j'étais trop vite. c'est pas grave. Donc on peut charger les données. On peut charger du coup la base de données via le snapshot d'Unpaywall. On peut lire ces données via pgadmin, donc c'est une interface pour voir la base de données. Et on peut les voir aussi avec GraphQL. On peut également mettre à jour depuis hier la base de données via les snapshots hebdomadaires que propose Unpaywall. Cependant, il faut encore que je fasse les requêtes nécessaires pour que EasyParse puisse utiliser ce projet et également faire une documentation si d'autres services souhaitent utiliser ce projet. Donc là, tu passes à l'exemple. Oui. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple d'utilisation de GraphQL. Donc sur cette capture d'écran, on peut voir un terminal qui est proposé par GraphQL et dans ce terminal, on peut créer des requêtes GraphQL et afficher des résultats. Donc sur la gauche, on voit la requête qu'on veut faire. Donc ici, c'est un simple select avec plusieurs DOI. Et à droite, le résultat de la requête. Donc ce terminal, il est utilisable uniquement en mode développement, mais ça permet d'avoir un premier aperçu du fonctionnement des requêtes. Eh bien, merci Léo. Et puis, on va enchaîner donc avec EasyMesure. Et Steven vous a parlé des traductions qui ont été faites dans EasyParse. Et donc, forcément, il y a eu aussi des traductions pour la suite, pour EasyMesure. Tu es là, Steven? Oui, j'ai juste eu un souci de micro. Donc, Dominique en a aussi parlé. Il y a eu donc des présentations d'EasyMesure à l'ICOLC. Comme Thomas l'avait dit, ça deviendra EasyMetrics pour l'étranger. Vu que EasyParse sera aussi utilisé à l'extérieur de la France, nous avons mis en place un système de traduction identique à celui d'EasyParse. Qui est en traduction français-anglais. Donc, Fred, si tu peux lancer la vidéo. Donc, ça a démarré un peu trop tôt, j'ai l'impression. Ah bah, je vais mettre pause. Ouais, on va voir comme ça. Donc, en fait, pour changer la langue d'EasyMesure, ça se trouve dans le menu qui est en haut à droite et on peut choisir entre français et anglais. Donc, quand on le fait, ça traduira les pages automatiquement. Voilà, français, je vais remettre. Donc là, on passe à l'anglais. C'est anglais. Et on repasse au français. Parfait. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est de la traduction d'EasyMesure. Et c'est très simple. Pas très simple. Par contre, est-ce que je peux... Ah, voilà.
J'ai du mal à passer voilà. Voilà. Et là, on tombe sur mon slide horrible. Voilà. Un des thèmes du sprint, je vous avais dit qu'on avait travaillé beaucoup sur EasyMesure, hein, vous l'avez vu, on progresse. C'est aussi, on va proposer une page profil dans EasyMesure. Alors pourquoi une page profil dans EasyMesure? Donc petit rappel, dans EasyMesure, on gère le droit d'accès aux données via des index dédiés à chacun des organismes. D'accord? Donc quand vous connectez sur EasyMesure, vous ne voyez que vos données. Mais on a besoin pour gérer tout ça de connaître en fait le nom de l'organisme et puis les informations principales au sujet de l'organisme. Donc dans le but de faire des tableaux agrégés, dans le but d'afficher vos informations dans notre page partenaire. À chacun des organismes, on demande de désigner en fait des correspondants, un correspondant documentaire et un correspondant technique. Bon, des fois c'est la même personne. Et ces informations, jusqu'ici, on les gérait à part dans une feuille de calcul manuellement. Donc c'était un petit peu fastidieux. Vous commencez à être vraiment nombreux, donc ça commence à devenir assez lourd. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est que on souhaite enregistrer directement ces informations dans EasyMesure et vous permettre de mettre à jour vous-même vos informations sur votre organisme, parce que ça sera vous qui serez les meilleures personnes pour savoir si jamais il y a des changements, si jamais il y a des erreurs dans l'adresse, dans le nom, etc. C'est préférable que le logo, par exemple, c'est préférable que ça soit vous qui le gériez, sachant qu'en plus, on vous offre la possibilité d'avoir autant d'utilisateurs EasyMesure que vous le voulez, qui peuvent accéder au tableau de bord, alors avec différents types d'accès, généralement c'est en lecture seule. Et donc du coup, ces utilisateurs, ce qu'on vous demande, c'est de les gérer vous-même, c'est-à-dire que les correspondants EasyMesure vont gérer si tel utilisateur qui s'est connecté sur EasyMesure, il fait bien partie de son organisme et s'il a bien le droit d'accès, à accéder aux tableaux de bord qui ont été faits pour cet organisme. Tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît? Et donc du coup, ça c'est pour la partie profil. Et dans cette partie profil, une partie importante en rapport avec le thème du sprint aussi, c'est toutes les informations de téléchargement automatique des données éditeurs. Donc on utilise le protocole Sushi. Pour les organismes en test, on vous avait demandé de nous envoyer en fait vos informations de connexion. Donc pour ça, on vous avait proposé de nous transmettre ça dans un fichier tableur modèle avec des colonnes prédéfinies, etc., pour pouvoir être sûr d'avoir les bonnes informations. Quand on aura cette page profil qui sera à la fois pour l'utilisateur et pour l'organisme, on vous proposera directement de renseigner ces informations de connexion Sushi dans cette page profil, ce qui fait que on aura beaucoup moins d'échanges et puis de possibilités d'erreur ou ça sera beaucoup plus facile à corriger. Et vous pourrez éventuellement même déclencher vous-même les téléchargements de ces informations Sushi. Voilà. Donc c'est un slide dense, mais pour expliquer la finalité en fait de cette page profil qui nous permettra de nous soulager d'une partie manuelle du travail. Voilà. Donc là, ce schéma présente les différents types d'utilisateurs en fait EasyMesure. Donc comme je le disais, un utilisateur vraiment basique qui ne va accéder que au Kibana, au dashboard Kibana en mode lecture. Un utilisateur un peu plus avec un peu plus de droits qui éventuellement pourra éditer des dashboards, et puis les correspondants qui eux auront en plus de tout ça la possibilité de modifier les informations profil sur leur organisme ou de gérer les utilisateurs EasyMesure de leur organisme. Et puis de l'autre côté à droite, bien sûr, c'est l'équipe, c'est les administrateurs EasyMesure qui géreront le tout. Voilà. Eh bien justement, on va voir ce formulaire et Steven va nous le présenter donc, pour nous montrer les premières réalisations et les premières fonctionnalités de ce formulaire à venir. Donc si tu peux lancer la vidéo.
Donc voilà, là c'est EasyMesure. Donc si tu peux faire pause, donc on peut voir que donc sur l'interface de connexion, il y a eu du changement. Donc on peut voir on peut se connecter avec les identifiants Kibana désormais, ou bien comme avant avec la fédération d'identité en utilisant la connexion avec Shibboleth. Donc là voilà, je me connecte avec mes identifiants Kibana. Donc on a toujours... Excuse-moi. Ah, excuse-moi. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire pause. Ouais. Bon, donc là c'est la connexion avec les identifiants Kibana. Tu me dis si je dois faire Ouais, pause. là tu peux faire pause. Donc on voit que l'interface a actuellement changé par rapport à la version actuelle d'EasyMesure. Donc on retrouve le menu à gauche et on va retrouver deux nouveaux menus qui sont Mon établissement et Administration. Donc là tu peux en mettre Play. Donc dans Mon établissement on va retrouver trois pages qui est Profil, Membres et Sushi. Donc Profil ce sera pour renseigner les informations de l'établissement. Donc son nom, sa page d'accueil, choisir le nom de l'index et potentiellement y ajouter un logo. Ici. Donc voilà. Oui, donc voilà pour la page du profil de l'établissement. Donc la page membre, c'est donc pour ajouter, pour gérer les membres. Donc là, si tu mets play, on va voir que je vais rajouter voilà. On va dire que je suis correspondant documentaire et technique, et une page sushi. Donc, qui nous permet d'ajouter les identifiants sushi en choisissant parmi toutes les plateformes disponibles actuellement dans EasyMesure. Donc en y rentrant un nom de package par exemple, le requester ID, le customer ID, toutes les données qui seront nécessaires pour faire ensuite les requêtes sur les plateformes sushi. Tout ce qui était auparavant dans le formulaire que Dominique envoyait donc aux établissements. Ah, c'est dommage, je suis désolé. Si tu peux avancer aussi peut-être dans la vidéo pour revenir. Donc voilà, là on va revenir là, hop, dans l'administration. Donc l'administration, ça c'est pour nous, donc ça nous permet de gérer les établissements, les utilisateurs, d'ajouter ou supprimer les identifiants sushi. Voilà. Ça nous permet de gérer tout le formulaire. Donc là, par exemple, dans l'administration, je vais rajouter des identifiants sushi à l'établissement. Donc voilà, pour ce qui est de l'interface et du formulaire sur EasyMesure. Parfait. Eh bien, on va continuer avec Dom, qui va nous parler donc des espaces Counter 5. Alors Sushi. oui, voilà, donc Sushi Counter 5, donc on a dénommé ça la phase 1, donc là c'est la fin de la phase 1, on a donc, comme je l'ai déjà évoqué, testé avec 10 organismes, enfin 11 organismes, le téléchargement Sushi. Donc pour ceux qui avaient déjà participé au test, au POC, etc. sur les informations éditeurs, eh ben vous aviez un espace, on vous a créé un espace publisher qui est dédié en fait à la visualisation de ces informations éditeurs. Donc quand vous vous connectez, comme l'a montré Steven tout à l'heure, eh ben, une fois que vous êtes connecté, eh ben, les espaces qui sont disponibles pour vous apparaissent et vous choisissez l'espace que vous voulez. Donc pour les testeurs, il y a un espace publisher, vous envoyez quelques-uns. Ensuite, tu peux passer au slide suivant s'il te plaît. Voilà, et donc du coup, ça c'est un slide qui résume en fait avec qui on a collaboré. Donc là vous voyez les gens qui avaient déjà un espace Kibana classique et qui, avec l'espace publisher, sont devenus utilisateurs EasyMesure, parce qu'en fait le truc aussi c'est que les gens qui n'ont pas la possibilité d'installer EasyParse n'avaient pas tellement d'intérêt à utiliser EasyMesure. Maintenant, avec cet espace éditeur, c'est beaucoup plus, voilà, ça devient intéressant aussi pour eux. Donc là,
on a pu tester ça avec 15 organismes. On a fait des tests sur Counter 4, hein, c'est les sprints précédents en téléchargement des JR1. Et pour Counter 5, on a regardé la faisabilité avec des fichiers dans un premier temps. Et là, on est dans la phase automatisation avec Sushi. D'accord. Donc là, vous voyez à peu près, suite à l'appel aux testeurs qu'on a fait, un certain nombre d'organismes nous ont envoyé leurs informations et on a pu tester pour chacun d'eux un certain nombre de plateformes. Donc, ce qui est notable, c'est genre l'Institut Pasteur, 22 plateformes, enfin 22 éditeurs, l'Université de Lorraine, 22 éditeurs, l'Université de Rennes 1, 23. Donc 11 organismes et donc à peu près 130 plateformes téléchargées. Voilà. Dans toutes ces plateformes, il y a un cas un peu, toujours un peu spécial qui est Elsevier, bien sûr, qui représente une grosse partie des consultations des éditeurs. Dans un premier temps, on ne pouvait pas télécharger les données Elsevier parce qu'il faut des autorisations spéciales, en particulier sur l'adresse IP, en plus des informations Sushi. Donc par rapport à ceux qui nous avaient envoyé des informations Sushi, on a pu, suite à l'autorisation par Elsevier de l'adresse IP de EasyMesure, télécharger en fait les données de 2019 pour 6 organismes. Alors là, vous voyez juste les numéros clients chez Elsevier. Hein, ça nous permet de tester en fait que c'est bien les bons interlocuteurs. Comme c'est un gros éditeur, ce qu'on a regardé aussi, c'était le temps que ça représente. Donc là, on voit que pour 6 organismes, hein, et sachant qu'il y en a 165 disponibles, on a mis 2h20, un peu plus de 2h20 de téléchargement des informations éditeurs. Donc dans ces organismes, bien sûr, on retrouve les plus gros, hein, Université de Lorraine, Rennes, etc., AMU, les grosses universités. Et ensuite, une fois que les infos sont téléchargées chez l'éditeur, il faut les charger dans EasyMesure. Et là, pareil, on a regardé le temps, donc ça prend à peu près le même temps. Donc, par exemple, là, pour ces 6 organismes testés, on a un total d'un peu plus de 4h30. Voilà. Bon, sachant que c'est des informations qui se représentent toute l'année 2019, donc c'est pas des opérations qu'on va faire tous les jours. Ça sera probablement des informations, des opérations qui seront mensuelles, puisque on pourra faire selon la mise à jour des sites, mais on pourra le faire régulièrement. Donc ça prendra moins de temps en rythme mensuel. Voilà. Tous ces téléchargements de tous ces organismes, ça nous permet d'avoir une vue agrégée. Et donc là, en fait, on a typiquement un dashboard d'une vue agrégée, en fait, où on revoit, on voit en cumul. Et donc on a là 11 millions d'accès sur une période qui représente 2019, avec donc 11 organismes, ça fait 84 plateformes. On a téléchargé toutes les métriques Counter qu'on pouvait faire à partir des TR. Donc ça fait 24 000 revues, 76 000 ouvrages, etc. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une bonne vision des données agrégées de consultation de l'ESR. Et je trouve que c'est assez prometteur. En bas à droite, vous avez un petit récapitulatif de ce qui fonctionne ou pas. Parce qu'en fait, par rapport pour les testeurs, vous nous avez envoyé vos informations Sushi, et donc il y avait l'URL du site de l'éditeur, et puis vos informations de connexion, et on a testé, et pour certains, ça marche pas. Donc voilà, c'est le récapitulatif de ceux qui marchent et de ceux qui ne marchent pas, sachant qu'il y en a 169 de possibles qu'on a répertoriés sur le site de Counter. Et donc 44 plateformes sont compatibles, et donc on sait les télécharger à partir du moment où on a les bonnes informations de connexion. Il y en a encore 9 pour lesquelles ça produit une erreur. Donc ça peut être dû à l'éditeur. Ou alors c'est parce que l'organisme nous a donné des informations sur cette plateforme, il est le seul, mais ces informations ne fonctionnent pas. Il y a encore on a des informations, c'est pas facile de trouver les informations Sushi sur les sites des éditeurs, et donc il y a encore des informations qui ne concernent Counter 4 en fait. Donc là, ça ne marche pas, et on ne fera pas de Sushi Counter 4 avec EasyMesure.
Donc voilà, c'est quelque chose qui est donc une montée en charge sur ce sprint et qui est relativement prometteur, en tout cas pour vous, pour les organismes qui veulent comparer les informations de consultation entre ce qui est possible avec EasyParse, enfin ce qui est mesurable avec EasyParse et ce qui est donné par les éditeurs. Directement dans le même tableau, dans la même plateforme. Voilà, directement dans EasyMesure. Alors pour l'instant, on est dans des environnements séparés. Hein. Vous avez vu qu'on a un espace dédié éditeur et puis les espaces classiques si vous avez uploadé vos informations EasyParse, sachant que bien sûr, on va travailler à des dashboards qui vont permettre de comparer ces informations. On vous a déjà montré nos premiers tests au cours du sprint précédent. Yannick avait montré des choses et on poursuivra ces tests. Donc, toujours dans la partie agrégation, voilà. C'est Thomas qui. Voilà, je vais passer la main à Thomas qui va nous parler de ça. Eh bien, en fait, c'est un chantier. On en avait déjà parlé la dernière fois, donc je vais un peu rappeler le principe et puis les tenants et les aboutissants de ce qu'on lance avec ce travail-là. Hop. Et il s'agit en fait, il y a deux chantiers en parallèle sur le front des bases de données citationnelles. D'abord, le chantier plutôt EasyParse, EasyMesure, qui va consister à revenir sur les analyses pour les deux plateformes WOS et Scopus qui existent déjà et qui disent déjà des choses, mais qui disent des choses qui sont assez différentes en nature de celles que les éditeurs nous envoient quand ils nous envoient des rapports Counter pour ces plateformes. Donc le premier travail, ça va être de revenir sur les analyses qui existent depuis 2017, je crois, et de voir si on peut les adapter pour les faire ressembler plus à ce que les éditeurs sont capables de produire pour les rapports qu'ils nous envoient. Donc le résultat de ce travail-là, ça sera un nouveau parseur ou un parseur mis à jour, on l'espère, et le besoin de retraiter vos données pour ces plateformes, et ensuite de les comparer avec les stats counter que vous avez par devers vous pour vérifier et valider le fait que la nouvelle analyse et le nouveau parseur se comportent correctement. Le deuxième volet de ce travail, c'est celui qu'on a déjà entamé, puisque vous le voyez sur l'écran, les données ont été chargées dans EasyMesure. Donc, on a récupéré les statistiques consortiales, c'est-à-dire les statistiques pour tous les établissements abonnés, côté Couperin, de l'usage des plateformes WOS et Scopus. Alors, ces données, elles existent en deux formats qui disent pas tout à fait les mêmes choses. Le format Counter, avec la difficulté supplémentaire que pour un éditeur, on a du Counter 4 et pour l'autre, on a du Counter 5. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis aussi, pour chaque éditeur, des rapports complémentaires qui ne sont pas Counter, qui sont du pseudo-Counter, enfin, qui adoptent le formalisme Counter, mais qui ne respectent pas les attributs et la nature des données qui sont reportées, mais qui fournissent quand même des informations intéressantes pour l'équipe des négociatrices qui reprennent la négociation en ce moment-là. Donc l'idée, c'est la première étape de ce travail, ça a été que Dominique s'est chargé de modifier la moulinette qu'il avait pour charger ces données dans des tableaux de bord dédiés sur EasyMesure, ce qui permet d'avoir les données à plat et de pouvoir les manipuler et de les voir directement plutôt que d'avoir à manipuler un gros fichier Excel qui contient des milliers de lignes pour plusieurs dizaines d'établissements. Là, on a tout à plat dans un tableau de bord. Donc, on a un groupe de travail dédié côté GTI, donc le groupe de travail indicateur Couperin, qui va se mettre à la tâche et qui va être chargé d'étudier ces données d'un peu plus près pour savoir ce qu'on peut en dire, savoir à quels endroits il faut se méfier, c'est-à-dire prendre les données avec des pincettes ou avec quel type de limites méthodologiques on peut travailler, et envisager de faire un document un peu synthétique pour les négociatrices qui reprennent la négociation. Ce travail-là vient en parallèle d'une enquête qualitative qui a été lancée auprès des chercheurs,
donc la communauté ESR largement. Enquête qui a été lancée au début du mois et qui est prolongée jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 juin. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir une sorte de documents d'accompagnement à la négociation sur la base des stades d'usage et puis de données qualitatives qui seront collectées dans l'enquête. Voilà, j'ai parlé vite, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions. On va continuer. Alors justement, on va continuer avec le reporting. Dans le reporting, on vous en a parlé lors d'une précédente sprint. Ça consiste à créer un tableau au format PDF qui est envoyé à une liste de diffusion avec une périodicité que vous pouvez choisir comme hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Donc ça fait partie de votre espace à partir du moment où vous avez automatisé le versement de vos données EasyParse dans EasyMesure. Donc le cas d'usage, c'est pour BIP CNRS et notamment, donc on a fait un travail collaboratif avec Catherine Fournier pour mettre en place un tableau de bord qui va être destiné aux choristes pour leur permettre d'avoir donc une vision des usages, une vision trimestrielle des usages donc des plateformes qui sont utilisées par les différents portails, les 10 portails de BIP CNRS. Donc ce tableau donc, est en place et mis en production. On a envoyé un premier tableau hier donc de façon manuelle pour permettre donc aux choristes d'avoir les données de janvier à mars. Et également aussi, ce tableau est envoyé donc à la DIST. Et puis donc automatiquement à partir du 1er juillet, un tableau trimestriel donc pour avril, mai, juin sera expédié à partir du 1er juillet et également un tableau semestriel donc qui fera une revue de 6 mois pour permettre aussi d'avoir une autre vision plus large des données d'usage. Donc voilà, ça c'est en place. Un tableau a été également fait pour l'équipe paniste. Donc là, c'est en interne. Ce qui a été fait pour les choristes, c'est en interne à la fois et en externe. Et puis, donc, on travaille aussi également sur un tableau qui pourrait être fourni pour l'INSERM, Biblio-INSERM, et aussi pour nos partenaires luxembourgeois de la BNL. Alors là, Thomas, je veux bien que tu mettes le contexte de ce tableau qu'on a fait pour ESPI, et puis ensuite je parlerai donc de ce qui était fait sur ce tableau de bord. En quelques mots, l'idée c'est de pouvoir fournir un tableau de bord dédié et puis un document aux établissements qui en font la demande pour connaître les stades d'usage de leurs UMR. Donc la partie du trafic vers des ressources électroniques, des chercheurs qui ont le double rattachement dans le cadre d'une UMR, donc le rattachement université, le rattachement CNRS, et qui à ce titre accèdent à des documents électroniques par le biais des portails BIP CNRS. Donc ces accès-là, on est capable de les voir passer sur les portails BIP CNRS grâce aux traitements EasyParse qui sont faits des logs des portails. Et on peut les extraire pour fournir à l'établissement qui en fait la demande les stades d'usage pour ces UMR sur BIP CNRS. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé pour le SPCI. D'accord, c'était une demande de Christine Nico. C'est ça. Ouais. Donc pour réaliser ce tableau, il y avait une demande qui avait été faite auparavant pour les UMR de... Je veux bien que tu coupes ton micro, Thomas. Alors, excuse-moi. Alors, précédemment, on a fait, donc, il y a eu une demande qui a été faite par l'Univ AMU, donc ex-Marseille, pour les consultations des UMR sur BIP CNRS. Donc, cette demande avait été envoyée à Catherine. Et ensuite, donc, on a fait ensemble un tableau qui permet donc de visualiser des métriques, je veux dire,
un fil conducteur, donc des consultations sur une durée de temps, donc un histogramme, et puis aussi les plateformes consultées, et puis aussi ce qui est important de voir, c'est les titres avec les ISSN et le comptage donc de ces revues. Donc voilà, on a fait ça donc pour l'Univamu, et pour l'ESPI, donc l'école de chercheurs à Paris, on a fait une demande un peu plus, je dirais, personnalisée, avec 2 métriques, donc les métriques générales et une métrique qui est focalisée sur l'usage de la plateforme Elsevier. Voilà. Donc ça a été fait. Et puis aussi, comme ils étaient donc 11 UMR à potentiellement consulter ces données, on a fait une table qui détaille la liste des UMR ainsi que leur consultation. Donc ces tableaux sont maintenant possibles au niveau de l'équipe, enfin il est possible de les réaliser au niveau de l'équipe. Donc si vous êtes intéressé par avoir ce type de tableau, il suffit d'en faire la demande à Catherine Fournier, et puis donc de l'INIST, et ensuite donc nous verrons ensemble pour vous faire un tableau adapté à vos besoins. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de la sprint. Donc, il n'y aura pas de sprint revue pendant les vacances. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va partir tous en vacances en même temps. On va continuer à travailler. Comme je le disais tout à l'heure, on va travailler sur le retraitement de BIP CNRS et des données INSERM. Et puis donc, le GTI continue. Donc là, en ce moment, hier, il y a eu la première partie de la réunion en visio, et la suite de la réunion GTI aura lieu le 6 juillet, donc l'après-midi, je crois, de 14h à 16h. Et puis, Dominique va nous parler de la ligne de vie, donc que vous puissiez visualiser un petit peu le travail qui a été fait depuis le début de l'année jusqu'à les projections pour cette fin d'année 2020. Oui, donc ça c'est la ligne de vie, un schéma qu'on a déjà un peu montré pour les années précédentes. J'aime bien avoir une vision un peu globale de ce qui se passe sur l'année. Donc en vert, vous avez les revues, les différents sprints. Et puis les fonctionnalités en violet, et puis tout ce qui est un peu communication ou administratif qui est en marron. Voilà. Ouais. Donc là, vous voyez que la période de confinement qui est en rouge, nous a pas trop freiné en fait. Hein. On a quand même fait 3 sprints pendant cette période. Qui se termine. Sur la droite, vous avez tout ce qui est en pointillé, qui n'est pas fait encore, mais qu'on espère bien faire. Donc on a fait une grosse partie Counter 5, donc on va finaliser tout ça, on va vous le proposer. Donc j'avais parlé d'une phase 1, donc il y aura une phase 2. La phase 2, ça consistera à mettre à disposition de la page profil EasyMesure qu'on vous a montré. On l'ouvrira en fait à un certain nombre d'organismes. Donc là, pareil, vous vous positionnez, vous manifestez en disant voilà, je souhaite participer à cette phase 2. On vous ouvrira les droits. Vous pourrez, alors si vous étiez déjà dans la phase 1, je pense que vous retrouverez vos informations Sushi, et si vous n'y étiez pas, vous pourrez les compléter, et on fera des téléchargements des informations Sushi auprès des éditeurs. Donc on essaiera de tester l'automatisation de ces chargements Sushi, parce qu'actuellement c'est en mode commande, donc c'est un déclenchement manuel. Vous avez vu aussi que il y avait Readmetrics qui va arriver aussi, hein, donc à la rentrée on va essayer de proposer quelque chose autour de Readmetrics, donc un EasyMesure, enfin un package EasyMesure, EasyParse multilingue, donc au moins en anglais aussi. Et puis pas mal d'autres choses, donc des tableaux de bord, du reporting automatique peut-être autour de Sushi. On aimerait bien aussi avoir un peu plus de collaboration sur la certification. Donc on avait montré en début d'année comment on faisait pour certifier une plateforme pour la reconnaissance EasyParse. Donc on distribuera des badges certificateurs pour les gens qui feront des certifications.
Voilà, donc beaucoup de choses. On fera peut-être pas tout, mais on priorisera. Donc si en particulier vous avez des besoins, des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. On les priorisera, on les intégrera, et en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont intéressés, on travaillera dessus. Voilà, sachant bien sûr que je l'ai pas fait figurer, là je m'en rends compte, il n'y a pas beaucoup on n'a pas fait figurer Open Edition ou HAL ou la BNL, mais bien sûr nos partenaires, on va continuer à travailler avec eux. Voilà. Donc merci à tous. Je te repasse la main pour conclure peut-être, Fred. Oui, alors on espère aussi pouvoir reprendre aussi nos activités de formation, puisqu'elles ont été mises entre parenthèses avec la période de confinement. Donc on espère refaire des ateliers participatifs, parce que c'est quand même important de se rencontrer et de discuter autour de ces projets. Et on s'est toujours rendu compte que en rencontrant donc les utilisateurs, on arrivait à une bonne communication et à faire avancer très vite les choses. Voilà, donc on vous tient au courant sur les prochaines formations. D'ici la rentrée, on en saura un peu plus. Et voilà, on vous remercie beaucoup de votre participation. Et là, on va peut-être, donc je vais peut-être quitter le mode plein écran pour voir si vous avez des questions à poser avant la fin donc de cette sprint review. Donc je vais repasser en mode voilà, je vois Thomas. Voilà, donc alors si je regarde le chat, je vois que Henriette de Daran, bonjour Henriette, vous êtes intéressée donc vous êtes intéressée. Est-ce que tu peux couper ton partage d'écran? Oui. Voilà. C'est bon comme ça? Ouais, très bien. Donc des messages d'Henriette de Daran qui est intéressée. Donc voilà, pour avoir un tableau de bord par rapport à une liste d'UMR. Donc Thomas a répondu, a donné l'adresse de Catherine Fournier. Donc n'hésitez pas hein, si vous êtes intéressé. Camille Barge qui pose la question, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de sushis? D'accord. Oui, beaucoup. D'ailleurs, j'ai hâte, par contre, ils étaient tous numériques, et donc j'ai hâte d'en rencontrer des un peu plus physiques. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. On est content d'avoir 26 utilisateurs, 26 personnes présentes avec nous, bien sûr, pendant cette sprint. Ça fait plaisir. Alors je vois qu'il y a une question dans le chat là pour la mise à jour Sushi 5 automatique. Oui, alors en fait l'idée c'est de déclencher ça via l'interface qu'on va mettre en place, c'est-à-dire que dans la page profil, vous pourrez avoir une case à cocher qui va permettre, alors on va voir comment ça se passe, hein, mais deux choses, de tester déjà que le téléchargement Sushi est possible, avec les informations Sushi que vous aurez remplies, et puis éventuellement de le proposer en mode automatique pour la suite, sachant que un des aspects sur lesquels il faut qu'on travaille, enfin c'est prêt, hein, mais il faudra voir ce que ça donne, c'est-à-dire c'est voilà, le compte-rendu d'exécution des téléchargements, est-ce que ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'on fait des informations quand ça s'est mal passé. Donc il y aura pas mal de réglages à faire, mais c'est vrai que l'objectif effectivement c'est à la rentrée d'automatiser tout ça, et bon, je pense que pour les utilisateurs de la phase 1, vous aurez accès aussi aux infos éditeurs de l'année 2020. Parce que en fait là on a téléchargé que 2019, et donc je pense qu'on vous proposera 2020. Il faudra que j'estime les volumes et tout ça, voir si c'est compatible avec ce qu'on est capable de mettre à disposition, mais voilà.
Et Henriette de Daran dit qu'elle a eu des soucis avec Sushi, Wiley à tous les trois, mais comme disait Dominique, toutes les plateformes, enfin, il y a des plateformes où il y a des erreurs, où il y a des problèmes. Je pense que d'ici la rentrée, les choses vont sûrement se régler. Donc c'est au fur et à mesure. Pourtant, Wiley, c'est quand même une plateforme assez, enfin, qui est bien Counter 5, donc Oui, alors c'est vrai que pour actuellement, en fait, pour les organismes testeurs, hein, je vous ai transmis le lien de la feuille de calcul qu'on utilise en fait et qui référence en fait toutes les informations Sushi que vous nous avez transmises. Et une fois qu'on les a testées, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est orange, est-ce que c'est rouge, pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec vos informations. Parce qu'en fait, selon ce que vous nous avez transmis, ça marche ou pas. Et quand, donc là, si vous vous souvenez du schéma, enfin de la feuille de calcul, les plateformes sont en ligne, et donc sur une ligne, si tout le monde est orange, c'est que c'est le site de l'éditeur qui a un problème. S'il y en a un qui est vert, ça veut dire que c'est possible. C'est possible de le faire, sauf que ça ne marche peut-être pas pour tout le monde. Des fois, il y a des paramètres supplémentaires, des plateformes à mettre. Par exemple, pour Elsevier, il faut mettre un élément plateforme. Pour d'autres sites, je pense qu'aussi il faut mettre des éléments qu'on n'a pas forcément parce que c'est pas documenté sur le site des éditeurs. Au fur et à mesure où on va progresser sur le sujet, on sera de plus en plus efficace. de toute façon, ton tableau va évoluer au fur et à mesure. Donc, il y a des plateformes qui sont en rouge, en orange, qui sont peut-être en vert après par la suite. Oui. Alors effectivement, dans la liste, il y a des doublons parce que je me suis rendu compte qu'au départ, j'allais chercher la liste des plateformes sur le site de Counter, mais en fait, il n'y a pas tout. En fait, par rapport à ce que vous nous avez envoyé, j'avais des infos Sushi avec des plateformes qui n'étaient pas sur le site de Counter. Donc je suis allé ailleurs. Je crois que c'est chez Exlibris qui ont aussi une liste, et donc j'ai essayé de fusionner en fait ces listes, et effectivement on se retrouve des fois avec des doublons, mais on éliminera les doublons au fur et à mesure où on va les identifier. Oui, des fois c'est pas le même nom en fait. Voilà, donc, et puis moi je connais pas toutes les plateformes, donc des fois c'est des acronymes et selon les spécialités, il y a des mêmes acronymes. Enfin pour vous ça paraît évident, mais pas des fois pour moi c'est un petit peu obscur. Voilà. D'autres questions? Alors, Joey, pour répondre à la question de Henriette sur les codes pour Sciences Directes, en fait, a priori, c'est pas la peine parce que nous, on a déjà une liste d'établissements dans laquelle vous êtes très probablement, côté consortium. Et ce qu'on va vous demander, par contre, c'est de nous confirmer qu'on utilise bien le bon code pour vous. Donc, le code qui commence avec la lettre C et qui contient ensuite une liste de chiffres. Donc on va moissonner, on mettra en place la moisson en phase 2 pour la liste des établissements qu'on a déjà, et puis on demandera à chaque établissement de venir vérifier que c'est bien ces identifiants qui ont été utilisés. Donc ce sera plus de la vérification que de la fourniture de données, pour le cas d'Elsevier en particulier. Ouais. Et d'ailleurs, je précise aussi pour ce cas-là que dans les tableaux de bord Elsevier, vous voyez apparaître ce code, c'est quelque chose, etc. Donc ça peut vous paraître obscur. On remplacera ça par le nom de votre organisme, mais pour l'instant, c'est ce qui nous sert à bien vérifier que c'est bien les bonnes informations qui sont téléchargées. Oui, ça va bientôt être la saison de la moisson. Le mois de juillet. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour rappeler ou préciser ce principe de fonctionnement. C'est une question qui nous revient, qui commence à nous arriver un peu régulièrement. Vous pouvez moissonner des rapports Counter depuis l'endroit qui vous plaît, et à plus forte raison depuis plusieurs endroits distincts. Donc vous pouvez tout à fait nous fournir des identifiants Sushi pour que nous on moissonne des rapports Counter sur EasyMeasure pour votre établissement, mais vous pouvez aussi paramétrer le moissonneur Sushi qui est dans votre SGBM. Je pense à Alma en particulier qui propose cette possibilité, et il n'y aura pas de conflit. Par contre, pour le cas des éditeurs comme Elsevier, où l'éditeur vous demande de
de déclarer officiellement par la soumission d'un formulaire les adresses IP depuis lesquelles vous moissonnez vos rapports. Dans le cas présent, puisque c'est Elsevier qui est en premier cas, mais je pense que le cas va se représenter. Nous, côté EasyMesure, on va faire le travail de déclarer EasyMesure pour que vous n'ayez pas à vous occuper de ce point de moissonnage particulier. Par contre, il vous faudra déclarer l'adresse IP de votre serveur établissement auprès des éditeurs, de l'éditeur ou des éditeurs qui le demandent, pour pouvoir mettre en place votre moissonneur établissement de votre côté si vous en souhaitez un, ou si vous souhaitez collecter aussi de votre côté ces données-là. Mais il n'y a pas de. On peut moissonner autant de fois qu'on veut et d'autant d'endroits qu'on veut pourvu qu'on les ait déclarés. Pour les éditeurs qui demandent à les déclarer, il y a beaucoup d'éditeurs qui s'en fichent. En fait, vous pouvez moissonner de où vous voulez, ça ne les dérange pas. Pour Elsevier et quelques autres, ils vous demandent de déclarer les adresses IP depuis lesquelles vous moissonnez, et vous pouvez tout à fait déclarer une ou plusieurs adresses IP. Et vous pouvez tout à fait moissonner vos rapports sushi à 1 ou 2, 3 ou 5 endroits différents. Voilà. Les relevés Web of Science sont en Counter 5, ceux qui ont été mis dans EasyMesure. Je ne sais plus exactement. Faut que je retourne voir. Je sais qu'il y en a un qui est en Counter 4 et l'autre en 5. Je ne sais plus lequel est lequel. D'accord. Donc c'est une réponse qu'on vous fera ultérieurement. Et Fabien demande comment lire de façon claire et facile les comptes rendus d'extraction des EC avec EasyParse produits en .json. Ah oui, c'est vrai. Alors que c'est vrai que maintenant, EasyParse produit des rapports. Avant, c'était en HTML, maintenant c'est en JSON. On n'a pas encore fait de template qui permet d'afficher pour un humain de façon facile le JSON produit par EasyParse, mais c'est une question de. Voilà, en fait, c'est parce qu'on s'est pas penché dessus et on le fera. C'est pas quelque chose qui sera très lourd. Voilà. Thomas Junot a répondu pour le Counter 5, c'est pas le WOS apparemment, donc ça doit être le Scopus. Voilà. Oui, c'est ça, je confirme. Donc on a bien reçu du Counter 4 pour le WOS, un rapport de type PR, donc Platform Report, et pour Scopus, on a reçu l'équivalent en Counter 5, donc c'est une vue qui s'appelle le PR P1, plus un rapport maison qui s'appelle le A1. Voilà. Ah oui, c'est les trucs que j'ai bidouillés là pour que ça puisse rentrer. Exactement. Très bien. Bon, on va peut-être conclure cette revue de projet qui était assez longue, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Et donc, on remercie tous les participants. Ah voilà, merci Thomas. Ah non, j'entends encore ton micro. Merci Thomas. Merci de votre participation. On vous souhaite de bonnes vacances aussi à ceux qui vont partir en France, sûrement. Et donc, profitez bien et bel été à tout le monde. Et puis, on se retrouve le 8 septembre. Donc, nous, on sera normalement en présentiel à l'INIST et aussi donc en visio comme d'habitude. Mais donc là, vous retrouverez toute l'équipe au complet donc dans la même salle. Voilà. Eh bien, à bientôt. Au revoir et merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos messages, c'est très encourageant. Au revoir. Ouais.